Un couple enchaîne un vieillard à un arbre. 3 jours plus tard, la police découvre quelque chose d'horrible. En périphérie de Portland, dans une cuisine sombre, Monsieur Michael était assis en silence, fixant sa tasse de thé froid. Toute la maison était enveloppée d'une atmosphère lugubre, la même qui avait envahi son cœur depuis le décès de sa femme, 3 ans auparavant. Claire sortit de la chambre, les cheveux en désordre, les yeux ternes. « Y a-t-il du café, papa ? Je l'ai laissé sur la table. » « Ma chérie. » Claire se versa une tasse, prit une gorgée et fit une grimace. « Encore ce truc bon marché ? Combien de fois t'ai-je dit qu'on n'a pas beaucoup d'argent ? » « Tu le sais, répondit Michael doucement. David éclata d'un rire moqueur. « Pas d'argent ? Et cette maison ? Et tes chèques de retraite chaque mois ? Nous, on est au chômage, tu le sais, mais tu ne penses pas à nous. Je vous ai élevés tous les deux pendant toutes ces années, je n'ai jamais compté le coût, dit Michael. » La voix tremblante, Claire tapa sa tasse sur la table et lança. « Donc maintenant, tu veux qu'on aille mendier dans la rue ? » « Non, ce n'est pas ça. C'est juste. » David l'interrompit, « Tu es resté bloqué dans le passé trop longtemps. Maman est partie depuis 3 ans. Tu n'as jamais tourné la page. Tu t'accroches à cette maison comme si elle était encore là. » Michael serra les mains, les yeux pleins de larmes. « C'est la maison que votre mère aimait, l'endroit où nous vivions heureux. » Claire rit amèrement. « Heureux ? Tu penses que la pauvreté, l'enfermement et les dettes étaient du bonheur ? Si tu avais vendu la maison quand maman était encore en vie, peut-être qu'elle ne serait pas morte de tout ce stress. » David hocha la tête. « Au moins, il y aurait eu plus d'argent pour son traitement. » « Mais non, tu as été têtu. Et maintenant, nous devons en payer les conséquences. Je voulais juste garder un endroit sûr pour la famille. »« Sûr ? » cria David. « C'est un foutu trou à rats. » L'atmosphère se tendit comme un fil d'acier. Michael ne dit rien de plus, se levant silencieusement pour aller dans sa chambre lorsque Claire lança froidement « Tu penses que tu es la seule victime ici ?» Michael s'arrêta net. Il se retourna, essayant de rester calme. « Je n'ai jamais voulu que vous souffriez. » David papota le bord de sa tasse. « Assez, on cherche du travail, on se fait rejeter, on vit au crochet d'un vieil homme pourrissant dans ce taudis. Et tu agis comme si tu étais le seul à souffrir. C'est insensé. Vous êtes-vous déjà montré reconnaissant pour toutes les années où j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour vous mettre à l'école ?» La voix de Michael trembla. « Oh, mon Dieu, encore le discours du sacrifice, ça suffit, on l'a entendu toute notre vie, » ricana Claire. Le son soudain de la sonnette brisa la tension. Michael se précipita pour ouvrir. C'était Monsieur Jack, le voisin âgé, tenant un sac d'oranges. « Salut Michael, j'ai cueilli des oranges pour toi. » Michael força un sourire. « Merci, Jack, ça faisait un moment que tu n'étais pas passé. J'ai entendu des cris ce matin, tout va bien ?» Jack jeta un œil à l'intérieur. Michael secoua rapidement la tête. « Ce n'est rien, juste les enfants, tu sais. » Jack hésita, puis hocha la tête. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Claire, debout derrière son père, lança un regard agacé à Jack. Quand le voisin disparut, elle claqua la porte. Vieil homme curieux. David soupira et s'effondra dans un fauteuil. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Sais-tu combien coûte la facture d'électricité ce mois-ci ? Je l'ai déjà payée, marmonna Michael. Avec ton argent de retraite ? Et sur quoi sommes-nous censés vivre ? Claqua Claire. Michael regarda ses enfants, le cœur brisé. Il ne reconnaissait plus quand ils étaient devenus si amers, si insensibles. La pauvreté, le chômage et le ressentiment avaient rongé leur compassion. David tapa du poing sur la table. « Il nous faut une solution, vite. » Claire fronça les sourcils. « Papa, on te le demande franchement. As-tu l'intention de diviser l'héritage ou pas ? » »« Héritage ? Tout ce que j'ai, c'est cette maison, et je n'ai pas l'intention de la vendre. »« Donc, tu ne penses pas à nous ?» lança David, furieux. « Je pense toujours à vous, mais pas comme vous le voulez. » Claire éclata d'un rire froid. « Donc, tout tourne autour de toi. Tu dis que tu aimes maman, que tu nous aimes, mais tu gardes tout pour toi. » Michael sortit un mouchoir et s'essuya le visage. « Vous avez tellement changé, vous êtes trop faible et égoïste, » dit David avant de foncer dans sa chambre et de claquer la porte. La cuisine retomba dans le silence.
Claire resta là, perdue dans ses pensées, puis, sans un mot, elle partit aussi, laissant Michael seul, serrant le sac d'oranges, les larmes coulant silencieusement. L'obscurité s'installa, mais l'atmosphère dans la maison devint encore plus froide. Dans la chambre, David murmura à Claire, « Il faut qu'on fasse quelque chose. » Claire le regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire? Si papa ne veut pas partager l'héritage, eh bien, s'il disparaît. » Claire releva la tête, la voix baissant. « Tu es sérieux? » David hocha la tête, les yeux brillants d'un éclat froid. « S'il disparaît, tout est à nous. » Claire déglutit péniblement. Elle ne dit rien, mais ses yeux s'attardèrent sur l'ampoule vacillante. Son cœur battait à tout rompre. Cette nuit-là, Michael se coucha tôt. Il n'avait aucune idée que, de l'autre côté du mur, ses propres enfants murmuraient des plans qui rendaient l'obscurité encore plus pesante. « As-tu bien réfléchi ?» murmura Claire dans le salon alors que la lumière de la chambre de Michael venait de s'éteindre. David s'adossa au canapé, la main sur le front. « Oui, je ne peux plus vivre un jour de plus à dépendre d'un homme de 65 ans, bloqué dans le passé, qui pleure toutes les nuits. » « Mais c'est notre père, David. » Claire jeta un regard vers le couloir. « Je sais, » répondit David platement. « Mais ce n'est plus l'homme que je respectais. Il s'accroche à cette maison comme si c'était un trésor, pendant que nous, on dépérit. » Claire resta silencieuse un moment, puis parla doucement. « S'il meurt, tout ira à toi. »« À nous, » corrigea David, croisant son regard. « Et tu connais la loi en Amérique. Les enfants héritent naturellement quand leurs parents meurent. Pas besoin de supplier, pas besoin d'attendre. Que ferons-nous » La voix de Claire trembla. David se pencha plus près, la voix basse. « Un plan simple, l'emmener loin, là où personne ne le trouvera, et l'y laisser. » C'est tout. Claire frissonna. « Tu veux dire l'abandonner? Tu veux tuer notre père toi-même? » Non, la mort viendra naturellement. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de témoins, pas de sang, pas de crime. David esquissa un sourire. Claire ne dit rien. Le silence s'étira jusqu'à ce que l'horloge sonne 1h du matin. Elle se leva. « Quand ?» David répondit sans hésiter. « Ce week-end, vendredi soir. Les flics ne trouveront rien de suspect si on signale sa disparition lundi matin. » Vendredi arriva. La maison était emplie d'une atmosphère étrange. Michael était assis, lisant un vieux livre dans le salon, inconscient de ce qui l'attendait. David entra, une veste à la main. « Papa, ce week-end, on veut t'emmener quelque part de sympa. Prendre l'air. Une promenade dans les bois près de la rivière Columbia. » Michael leva les yeux, surpris. « Vraiment? Depuis que votre mère est partie, personne ne m'a jamais emmené nulle part. »« C'est pourquoi on veut changer ça, » dit Claire, forçant un sourire pour masquer la tromperie. « Je suis touché, mais il fait froid. Ça ira? Tu as besoin d'air frais, papa. Rester enfermé tout le temps te fait ressembler à un prisonnier, » dit David en tapotant son épaule. Michael sourit. Au fond de lui, il espérait encore qu'il y avait du bon en ses enfants. « D'accord, laissez-moi me préparer. » À 21h, la voiture de David quitta la ville à toute vitesse, direction la forêt d'Everpine. Il faisait nuit noire, seuls les phares de la voiture perçaient le brouillard épais. Michael était assis à l'arrière, souriant au paysage, ignorant que c'était un voyage sans retour. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas respiré un air comme celui-ci, » dit-il. « Quand votre mère était en vie, nous allions camper tous les automnes. » Claire fixait la fenêtre, silencieuse. David força un sourire. « Ouais, je me souviens. Maman adorait cueillir des champignons. » Michael rit. Elle disait que si elle mourait, elle voulait être enterrée dans une forêt de pins. Ce commentaire fit frissonner Claire. David serra le volant, les yeux fixés devant lui. « On est arrivé, » dit-il alors que la voiture s'arrêtait sur un chemin de terre étroit menant dans la forêt dense. Pas de lampadaire, pas de gens, seulement l'obscurité et le bruit du vent. Michael ouvrit la portière. « Si loin? Je pensais que c'était juste une promenade dans le quartier. Plus c'est loin, mieux c'est, papa. »« L'air est plus pur, » dit Claire, sortant un sac en toile du coffre. David s'approcha et aida Michael à sortir. « Cet endroit est super. Il y a un bel arbre ancien. Tu vas adorer. » Michael marcha lentement, essoufflé. « Je ne suis plus aussi robuste qu'avant. »
Mon genou gauche me fait encore mal. On sait, dit David, s'arrêtant et se tournant vers Claire. On est là, un grand tronc d'arbre couvert de mousse. David posa son sac à dos. Claire ouvrit le sac en toile. À l'intérieur, une longue chaîne métallique, un cadenas et un grand morceau de tissu. Avant que Michael ne puisse réagir, David l'attrapa par derrière, le plaquant au sol. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites » cria-t-il, paniqué. Claire se précipita, enfonçant le tissu dans sa bouche. David usa de toute sa force pour tirer ses bras en arrière et enchaîner la chaîne autour de l'arbre. L'attachant fermement. « Non, vous êtes fou » se débattit Michael, les yeux écarquillés de terreur. « Reste ici. Si tu avais cédé la maison, on n'en serait pas là, » dit David froidement. Claire évita le regard de son père, tremblante. « Je ne voulais pas ça, mais… » « Tais-toi » claqua David. « Pas de retour en arrière. » Michael siffla à travers ses dents serrées, la voix brisée. « Vous tuez votre père. »« Non » ricana David. « On laisse juste la nature suivre son cours. Vivre ou mourir, c'est ton choix. » Michael pleura. Les larmes coulèrent sur ses joues ridées. « Votre mère vous maudira tous les deux. »« On est maudits depuis longtemps » murmura Claire, se détournant. David vérifia la chaîne une dernière fois, puis hocha la tête. « C'est bien attaché. » Claire posa une bouteille d'eau vide à côté de lui pour faire croire qu'il s'était perdu. Michael cria, essayant d'appeler à l'aide, mais le son fut englouti par la forêt dense. David essuya la terre de ses mains et attrapa le bras de Claire. « On y va. » Avant de partir, Michael cria une dernière fois, « Je suis votre père. »« N'avez-vous pas de cœur » Claire sanglota. David répondit froidement, « Tu as eu ta chance. Adieu. » Ils s'éloignèrent. La silhouette de Michael disparut lentement dans l'obscurité. Sur le chemin du retour, Claire resta silencieuse. David alluma la radio pour noyer le silence pesant. « Que dira-t-on à la police » demanda Claire. « On attend 2 jours. Lundi matin, on dira que papa est sorti se promener et n'est jamais revenu. Toute la ville pensera que le vieil homme s'est perdu dans les bois. Et les voisins ? Personne ne s'en soucie vraiment. Jack, ce vieil homme, ne se souvient même pas des visages, » répondit David, les yeux fixés sur la route. Claire appuya sa tête contre la vitre, murmurant « Je ne sais même plus si je suis humaine. »« Tu l'es, » dit David. « Et les gens doivent survivre. Nous allons survivre. » Le lendemain matin, la maison était étrangement calme. David fit semblant d'appeler autour de lui, puis cria soudain dans la cour « Où est passé papa ?» Claire hurla « Il n'est pas rentré de toute la nuit. Il s'est peut-être perdu. » Les voisins commencèrent à se rassembler. Jack apparut, s'appuyant sur sa canne. « Où est Michael ? Je ne l'ai pas vu sortir hier soir. » « Il a dit qu'il allait se promener, » dit David, des larmes de crocodile se formant. « On pensait qu'il serait rentré. Mais… » Jack fronça les sourcils. « Michael est faible. Il a mal à la jambe. Pourquoi irait-il se promener seul ?» Claire intervint, « Peut-être qu'il voulait visiter la tombe de maman, mais il s'est peut-être perdu. » David se tourna. « Je vais appeler la police. » Jack les fixa, les yeux perçants, comme s'il essayait de voir à travers eux, mais il ne dit rien. Un vent froid sifflait à travers les arbres de la forêt. Une lune en croissant pendait faiblement dans le ciel noir. Michael était assis sous le vieil arbre, le dos contre le tronc gelé, les poignets enflés par la chaîne serrée. Son visage était pâle, ses cheveux en désordre, ses yeux enfoncés et humides de larmes. « Y a-t-il quelqu'un ? S'il vous plaît, aidez-moi. »« Quelqu'un » cria-t-il, la voix rauque de froid et de peur, mais seuls les grillons, un hibou lointain et sa propre respiration haletante répondirent. Il toussa violemment, si fort que du sang suinta au coin de ses lèvres. L'air nocturne mordait sa peau, le faisant trembler de manière incontrôlable. « David, Claire, mes enfants, pourquoi faites-vous ça à votre père » murmura-t-il, les larmes coulant librement. Il leva les yeux vers le ciel nocturne. « Émilie, où es-tu ? Peux-tu voir ça ? Entends-tu mes cris ?» Soudain, un bruit dans l'obscurité, un froissement comme des pas. Il retint son souffle, les yeux écarquillés. « Qui est là ? S'il vous plaît, je suis piégé. Aidez-moi. » Pas de réponse. Juste un écureuil filant à travers les branches. Il haleta. Ses jambes étaient engourdies. Il essaya de tirer sur ses poignets, mais la chaîne était trop serrée. Du sang coulait, chaud contre l'air glacial. Le lendemain matin, une lumière faible filtrait à travers les feuilles. Michael était toujours là,
les lèvres gercées et sèches, les yeux vitreux de faim et de soif. Il n'avait pas dormi de la nuit. Chaque bruit faisait bondir son cœur, s'accrochant à un soupçon d'espoir, seulement pour être écrasé à nouveau. « Ils ne reviendront pas, murmura-t-il. Ils m'ont vraiment laissé ici pour mourir. » Le vent raclait le sol de la forêt. Les arbres oscillaient. Une feuille tomba sur son épaule. Il rit amèrement, un rire sec et creux. « Je vous ai nourris, les enfants, cuillère par cuillère, pilule par pilule. Et voilà comment ça se termine. Mourir seul, en silence. » En ville, David et Claire continuaient leur comédie. Tôt lundi matin, ils arrivèrent au poste de police. « Nous n'avons pas vu notre père depuis vendredi soir, » dit David. « Il est sorti se promener, comme d'habitude. Mais il n'est jamais revenu. »« D'habitude » L'officier Ethan fronça les sourcils. « Je pensais que M. Michael avait des problèmes de genoux. »« Oui, » intervint Claire, les yeux rouges. « Mais il visitait souvent la tombe de notre mère. Peut-être qu'il est allé plus loin cette fois. » Ethan prit des notes. « Quelqu'un dans le quartier l'a-t-il vu partir ?»« On ne pense pas, » répondit David rapidement. « Nous allons déposer un rapport de personnes disparues, » dit Ethan. « Mais nous avons besoin de plus de détails sur ses vêtements. Les endroits qu'il fréquentait. » David feignit l'inquiétude. « Nous distribuons aussi des tracts. J'espère juste qu'il n'est pas allé trop loin. » Cet après-midi-là, Jack passa à la maison. « Des nouvelles ?» demanda-t-il, son regard suspicieux. Claire étouffa un sanglot. « Pas encore. On devient fou d'inquiétude. » Jack les fixa. « C'est étrange. Michael n'était pas du genre à s'égarer. Et il avait toujours sa canne. Je ne l'ai pas vu nulle part. » David cligna des yeux. « Peut-être qu'il l'a oublié. On est tous tellement secoués. »« Monsieur Jack, avez-vous vérifié les bois au nord ?» Michael disait qu'il aimait y aller. Claire força un sourire. « On ira bientôt, merci. » Quand Jack s'éloigna, David murmura, « Ce vieil homme est trop curieux. » Claire murmura, anxieuse, « Il ne lâchera pas facilement. » David haussa les épaules. « Tant que personne n'a de preuves, personne ne peut nous toucher. » Dans la forêt, Michael commença à entendre des voix. La voix d'Émilie, douce et faible. « Michael, ne dors pas. Tiens bon. Émilie, tu es revenue » murmura-t-il, fixant le vide. « Je suis si fatigué, je ne peux plus tenir. » Une abeille se posa sur son épaule. Il ne prit pas la peine de la chasser. Des piqûres de moustiques couvraient ses bras. Son corps commençait à sentir mauvais. « La mort pourrait être plus facile, » marmonna-t-il. Un autre jour passa. Mardi soir, David et Claire étaient assis, regardant les nouvelles dans le salon. « Personne n'a encore trouvé le corps, » dit David, mâchant des chips. « Ne dis pas ça, » claqua Claire. « Et s'il a survécu ? Pas d'eau, pas de nourriture dans la forêt. Qu'en penses-tu ? » David rit. « Heureusement, il n'a appelé personne. J'ai déjà retiré la batterie du téléphone de papa. » Claire enfouit sa tête dans un coussin. « Je n'arrive pas à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. » David fit claquer sa langue. « On doit être fort pour l'avenir. Pour l'argent, pas vrai ?» siffla Claire. David ne répondit pas. Au poste de police, Ethan examinait le dossier quand un autre officier entra. Quelqu'un en ville a signalé avoir entendu des cris dans les bois au nord. Peut-être qu'on devrait vérifier. Marque l'emplacement. On enverra quelqu'un demain matin. Dans les bois, Michael haletait. Il n'avait ni mangé ni bu depuis près de 4 jours. Sa gorge était un désert. Les températures nocturnes descendaient en dessous de 4 degrés Celsius. Ses mains étaient engourdies. Les blessures à ses poignets étaient devenues d'un violet profond. Sa vision se brouillait. Pourtant, il murmurait encore. « Émilie, pardonne-moi, je n'ai pas pu protéger nos enfants. » Un bruit étrange résonna, comme des pas. « Aidez-moi, murmura-t-il, à peine conscient. » Puis sa tête tomba. Tout devint noir. Mercredi matin, Anthony, un vieux chasseur et ami de Jack, partit chasser tôt dans les bois. « Bon sang, il fait froid, » marmonna-t-il. « Je doute d'attraper quoi que ce soit aujourd'hui. » En marchant le long d'un petit ruisseau, il s'arrêta soudain. Un faible gémissement venait de quelque part à proximité. Anthony pencha la tête. « Quelqu'un là-dedans » Pas de réponse, juste un autre gémissement faible. Il suivit le son, écartant les hautes herbes. En approchant du vieil arbre, il cria « Nom de Dieu !» Devant lui, un vieil homme enchaîné à l'arbre, le visage enflé, le corps squelettique, les yeux fermés. « Monsieur, monsieur !» Anthony se précipita, le secouant. « Pouvez-vous m'entendre » Michael bougea légèrement, murmura « Aidez !»
Les mains d'Anthony tremblaient alors qu'il ouvrait son sac à dos et sortait un couteau. « Je vous libère. Ne dormez pas, vous m'entendez » Michael gémit. « Mon fils. » Anthony pâlit. « David a fait ça. » Michael hocha faiblement la tête, puis s'évanouit. Anthony le souleva et le porta hors des bois. L'odeur de moisi de la forêt profonde s'accrochait à la voiture alors qu'Anthony fonçait vers la ville. Sur le siège arrière, Michael gisait, respirant à peine, enveloppé dans une veste de chasse épaisse. Ses yeux s'ouvrirent brièvement, ses lèvres tremblant de mots incohérents. « Tiens bon, monsieur Michael, tiens bon », répétait Anthony, serrant le volant, le visage tendu. Dans son esprit, l'image horrible d'un humain traité comme un animal repassait en boucle. Un homme retraité, qui avait vécu paisiblement, laissé à pourrir dans la forêt comme un déchet. Les souvenirs de Michael commencèrent à revenir. Vendredi soir, la première fois qu'il se réveilla dans les bois, il était près de minuit. Un vent froid tranchait à travers les feuilles. Son corps lui faisait horriblement mal. Son dos pressé contre le tronc d'arbre semblait paralysé. Des fourmis rampaient sur ses jambes, mordant sa peau fine. Il cria, secouant ses jambes pour arrêter la douleur. Mais la chaîne le retenait, un rappel cruel. Il était prisonnier, abandonné dans la nature, inaudible, invisible. « Mon fils, David, tu ne peux pas. Tu ne me ferais pas ça, marmonnait-il, comme une prière désespérée. » Samedi matin, une légère pluie tomba. Les gouttes piquaient comme 1000 aiguilles. Michael frissonnait violemment, les lèvres violettes. Ses vêtements étaient trempés, ses jambes couvertes de boue. Des insectes sans nom rampaient sur sa chemise. Il n'avait plus rien à craindre. Ses cris résonnaient, mais la forêt ne renvoyait qu'un silence cruel. Les feuilles bruissaient dans le vent. Personne ne répondait. Seul ce silence froid et étrange persistait. Samedi après-midi, faim, soif, douleur. Ces trois choses le rongeaient minute après minute. Quand un écureuil passa, il tenta instinctivement de l'attraper, mais la chaîne le retint. La douleur à ses poignets le fit pleurer. « Oh, Seigneur, j'ai eu tort. Mais s'il vous plaît, sauvez-moi. Au moins, laissez-moi voir les yeux d'un autre être humain avant de mourir. » La nuit tomba. Michael développa une fièvre. Il marmonnait sans cesse. « Émilie, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas venue me chercher? Tu avais promis de m'attendre. » Le vent hurlait. Des feuilles tombaient sur son visage. Chaque rafale semblait arracher son âme de son corps. Dimanche matin, le soleil se leva lentement, presque moqueur. Il ne sentait plus la chaleur de ses rayons. Ses mains étaient couvertes d'ampoules. Du sang séché croûtait sur ses poignets enflés. Il essaya de s'asseoir droit, mais la douleur était insupportable. Même le moindre mouvement donnait l'impression que son corps se brisait en deux. Mais pire que tout, il avait commencé à penser à la mort. « Peut-être que mourir ne serait pas si mal, » murmura-t-il. « Peut-être qu'Émilie m'attend. » Un corbeau atterrit à proximité. Il pencha la tête, le fixant. Michael le fixa en retour. « Toi aussi, tu attends que je meure, n'est-ce pas ?» dit-il, les yeux injectés de sang. Le corbeau ne répondit pas. Il poussa un seul croassement et s'envola, le laissant dans la solitude la plus écrasante de sa vie. Dimanche après-midi, un déluge soudain. Le ciel s'assombrit. Michael était allongé, immobile, depuis près d'une heure. Sa main pendait mollement, ses yeux grands ouverts, mais dans son cœur, il y avait encore une fragile lueur d'espoir. « Je ne mourrai pas, pas comme ça, » murmura-t-il. « Je dois vivre pour tout raconter. » Le vent hurla à nouveau. Il leva les yeux vers le ciel. « Émilie, tu disais que j'étais l'homme le plus fort que tu connaissais. Donne-moi un peu plus de force maintenant. » Dimanche soir, la pluie s'était arrêtée. La lune réapparut. Il n'avait plus la force de crier. Chaque gémissement qui s'échappait de ses lèvres était sec, brisé. Quand il entendit l'aboiement lointain de chiens, son cœur s'arrêta presque d'espoir. « Aidez-moi, aidez-moi » gémit-il. Les aboiements cessèrent. « S'il vous plaît » pleura-t-il. « Quelqu'un est là » Personne n'entendit. Lundi matin, il se réveilla de la douleur. Cette fois, c'était à cause des piqûres de fourmis infectées qui commençaient à suppurer. L'odeur du sang, de la lente décomposition de son corps, commençait à s'élever faiblement. Il paniqua en réalisant que son corps pourrissait. « Non, non, je ne veux pas encore mourir » cria-t-il. Pour la première fois depuis des années, il voulait vivre de toutes ses forces. Voir Émilie à nouveau, hurler au visage de David, crier à Claire, dire la vérité, clamer au monde « Je ne méritais pas ça ».
Lundi soir, la pluie murmurait régulièrement. Pour la première fois, il entendit clairement une personne pleurer, mais c'était un cri venant de son propre âme. Quand j'étais fort, je les ai élevés. Je ne les ai jamais laissés avoir faim. Je n'ai jamais levé la main sur eux, et maintenant ils me jettent comme un déchet, sanglota-t-il. Ses larmes se mêlaient à la pluie. Mon amour, vois-tu cela, nos enfants? Mardi matin, Michael était immobile. Ses yeux à moitié fermés. Son cœur battait encore, mais très faiblement. Chaque souffle était une agonie. Il ne savait pas combien de temps il survivrait encore. Mais étrangement, il n'était pas encore mort. Peut-être était-ce la haine ou le désir ardent de dire la vérité qui le maintenait en vie. Tant que j'ai un souffle, je dois vivre, murmura-t-il. Cet après-midi-là, dans la forêt, un cerf passa. Il s'arrêta devant Michael, renifla un instant, puis s'éloigna. Michael ouvrit les yeux à nouveau. Mon amour, vois-tu, je ne suis pas encore mort. De retour au présent, Anthony conduisit directement au centre médical de la ville. Il y a un homme mourant dans ma voiture. Dépêchez-vous. 3 infirmières se précipitèrent. L'une cria, il est en choc hypothermique. Fractures osseuses, signe de septicémie. Anthony recula, le cœur battant. Il a dit qu'il s'appelait Michael, laissé pour mourir dans la forêt par son propre fils. Les infirmières poussèrent le brancard dans les urgences. Un médecin se tourna vers Anthony. Où l'avez-vous trouvé? Dans les bois au nord, près d'un grand arbre, près du ruisseau. Il était enchaîné. Enchaîné? S'exclama le médecin. Comme un animal? Anthony hocha la tête, les yeux embués. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a dit, David, mon fils, m'a laissé là. La salle des urgences devint silencieuse. Anthony serra les poings. Je ne laisserai pas ça passer. Tu dois rester calme, dit Claire, la main sur l'épaule de David, alors qu'ils étaient assis dans le salon, la vapeur s'élevant encore de leur tasse de thé. David prit une profonde inspiration, fixant une photo du jeune Michael sur le mur. Il est mort, non? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais s'il est vivant, pourquoi personne n'a rien dit? Répondit Claire, la voix tremblante. Ouais, ça fait 4 jours maintenant, hocha David, les yeux nerveux. Pas de rumeur en ville non plus. Peut-être que personne ne l'a trouvé. On doit continuer à jouer nos rôles, dit Claire doucement. La police pourrait arriver à tout moment. La sonnette retentit soudain, les faisant sursauter. David jeta un œil à Claire et s'avança pour ouvrir. Jack se tenait sur le porche, fronçant les sourcils, les yeux plissés de suspicion. « Bonjour, monsieur Jack » dit David, feignant un ton enjoué. « Des nouvelles » demanda le vieil homme, s'appuyant sur sa canne. Claire sortit précipitamment de la cuisine. « Non, rien encore. La police ne nous a pas contactés. On est vraiment, vraiment inquiet. » Jack les dévisagea. « C'est drôle. Quelqu'un m'a dit avoir entendu Michael appeler dans la forêt. Au nord. » David feignit la surprise. « Qui a dit ça ?»« Anthony, » répondit Jack, sans les quitter des yeux. « Il a dit avoir entendu des gémissements. Il est allé dans les bois ce matin. » Claire déglutit difficilement. « Vraiment? Pourquoi n'êtes-vous pas allé avec lui ?»« J'ai une mauvaise jambe, » dit Jack, puis il se tourna. « Souvenez-vous, si vous cachez quelque chose, ça finit toujours par se savoir. » David claqua la porte, frappant le cadre des 2 mains. « Anthony, bon sang !» grogna-t-il. « S'il a vraiment trouvé le vieil homme. Personne ne croira un vieux chasseur fou, » dit Claire, mais ses yeux étaient remplis de peur. Au poste de police, Anthony fit irruption, le visage crispé de fureur. Dans ses mains, un sac en papier rempli de vêtements tachés de sang et de boue. L'officier Ethan se leva de son bureau. « Que se passe-t-il? Je viens de sortir Michael des bois, presque mort de faim, » dit Anthony, posant le sac sur le bureau. Ethan écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que vous dites? Il y a 3 heures, bois du nord, grand arbre, enchaîné, presque mort, » dit Anthony, la voix tranchante. Il était conscient quelques secondes, a dit le nom de David, a dit que son propre fils l'avait laissé mourir. Ethan se figea. « Mon Dieu, je l'ai emmené à l'hôpital. Les infirmières peuvent confirmer, » dit Anthony rapidement. « S'il vous plaît, vous devez les arrêter maintenant. Si vous ne le faites pas. » Ethan leva une main. « Calmez-vous, nous allons ouvrir une enquête immédiatement. » Cet après-midi-là, David et Claire continuèrent leur mascarade. Ils imprimèrent des affiches de disparition, parcoururent la ville pour les coller sur les murs et les poteaux. Père bien-aimé, Michael Foster. Porté disparu depuis le 13. Si quelqu'un a des informations, veuillez contacter.
Ils allèrent à l'épicerie, à l'église, à la boulangerie. Penses-tu que quelqu'un nous soupçonne? Demanda Claire. Non, secoua David légèrement la tête. Plus on a l'air inquiet, moins ils suspecteront. À la boulangerie, la propriétaire, Margaret, une Américaine aux yeux perçants d'une cinquantaine d'années, les fixa. Vous n'avez toujours rien trouvé? Claire hocha la tête. Non, mademoiselle Margaret, nous sommes tellement inquiets. Margaret prit une gorgée de café, puis dit lentement, Michael était un homme bien. Je me souviens, quand j'étais petite, il achetait du pain pour les enfants pauvres. Claire força un sourire. Notre père a toujours été gentil. Et c'est pourquoi, dit Margaret, fixant David droit dans les yeux, si quelqu'un lui a fait du mal, cette ville ne le pardonnera pas. David se figea. Madame, que voulez-vous dire? Margaret posa sa tasse. Rien, juste un avertissement. Ce soir-là, une voiture de police s'arrêta devant la maison de David. On frappa bruyamment à la porte. David ouvrit, puis recula instinctivement en voyant 2 officiers et Anthony derrière eux. Nous avons un mandat de perquisition, dit Ethan, montrant les documents. Monsieur Michael Foster a été retrouvé ce matin dans un état critique. Claire vacilla, manquant de s'effondrer. Non, c'est impossible. Il est vivant? Demanda David, la voix raide et creuse. Anthony s'avança et pointa directement sur lui. Et il a dit que c'était vous deux qui l'aviez laissé dans les bois. C'est moi qui l'ai sauvé. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. David regarda autour de lui, puis lâcha bêtement, il est vieux. Peut-être qu'il est juste confus. Ethan répondit froidement, il était très clair. Forcé dans les bois, enchaîné, affamé. Les marques des chaînes sont encore visibles sur ses poignets. Il n'est pas confus. Claire éclata en sanglots. Non, je suivais juste David. Je ne voulais pas le faire. David se tourna et la foudroya du regard. Tais-toi. Nous vous plaçons tous les deux en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre et abandon d'une personne vulnérable, dit Ethan fermement. Vous avez le droit de garder le silence. Je parlerai, je dirai tout, cria Claire. Tu me trahis, hurla David. Anthony ne put se retenir plus longtemps et cria, il ne mérite même pas d'être appelé humain. Claire fut menottée, sanglotant toujours. Je suis désolé, j'ai eu tort. David se débattit, mais fut rapidement maîtrisé. Vous n'avez aucune preuve, ce ne sont que des paroles. Mon père me déteste depuis des années. Et maintenant, il est vivant pour le dire clairement au tribunal, répondit Ethan sèchement. Les deux furent emmenés sous les regards furieux des voisins qui avaient envahi la petite rue. Jack apparut au loin, disant lentement, je le savais. Quelque chose n'allait pas. Margaret secoua la tête. Un père comme Monsieur Michael, traité de cette façon. Anthony murmura, les yeux toujours fixés sur la voiture de police qui s'éloignait. S'il vous plaît, laissez-le survivre. À l'hôpital, Monsieur Michael était allongé dans un lit, le corps enveloppé de bandages, des perfusions dans les 2 bras. Le médecin dit qu'il avait une infection grave, était dangereusement déshydraté et pourrait souffrir de légers dommages nerveux. Mais quand il apprit que David et Claire avaient été arrêtés, il ferma simplement les yeux et dit doucement, « Je ne comprends pas comment mes enfants sont devenus comme ça. » Anthony s'assit à côté de lui, tenant sa main. « Tu n'es pas seul, toute la ville est avec toi. » Michael ouvrit les yeux, les lèvres tremblantes. « Merci, Anthony. » Ce matin-là, la ville était enveloppée d'un épais brouillard. Anthony se tenait dehors l'hôpital, les yeux sur la rosée qui s'accumulait sur les cimes des arbres. Après une nuit sans sommeil, il attendait anxieusement le lever du soleil pour vérifier l'état de Michael. Une jeune infirmière sortit en courant de la salle des urgences, agitant la main. « Anthony, il est réveillé. » Anthony se précipita à l'intérieur, le visage tendu. Dans la chambre, Michael était allongé, les yeux mi-ouverts, une perfusion toujours dans le bras, les lèvres gercées et sèches. Mais quand il vit Anthony, une faible lueur revint dans son regard. « C'est toi qui m'as sauvé, » dit Michael, la voix rauque. « C'était moi, Anthony. On pêchait ensemble au petit lac près de l'église. » Michael exhala un souffle faible, les yeux embués. « Je pensais que j'allais mourir là-bas. Ne dis pas ça. Tu es plus fort que nous tous. Survivre des jours dans la forêt, c'est un miracle. » Michael ferma les yeux. Ce n'était pas un miracle. C'est parce que j'avais encore quelque chose à dire. Anthony serra sa main. Alors dis-le maintenant. Dis tout. Que la justice voie leur vrai visage. Michael ouvrit les yeux et regarda directement Anthony. David, Claire, ce sont eux qui m'ont emmené là-bas,
m'ont enchaîné et m'ont laissé. Anthony hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Je te crois, j'ai déjà dit à la police. Tu n'es plus seul. Michael resta silencieux un moment, puis murmura, je ne veux pas mourir avant de les voir baisser la tête et avouer. Anthony le regarda et dit fermement, tu le verras. Je te le promets. Pendant ce temps, au poste de police, Ethan et une jeune enquêtrice nommée Laura examinaient des images de surveillance près de la maison de Michael. Vendredi soir, vers 21h, ici, dit Laura, pointant l'écran. La voiture de David quitte le quartier. La plaque correspond. Ethan hocha la tête. Laura avança rapidement jusqu'à leur retour. Près de minuit, ils reviennent, mais aucun signe de monsieur Michael. Ethan empila les documents. C'est clair, ils l'ont emmené et ne l'ont jamais ramené. Avons-nous assez pour les inculper ? Demanda Laura. Ethan fit une pause. Avec la déclaration de Michael, les blessures des chaînes et le témoignage d'Anthony, je dirais oui. Laura hocha la tête. Je vais demander une fouille plus approfondie de la maison de David. Ethan approuva. Bien, je veux que tout soit béton. Cet après-midi-là, l'équipe d'enquête entra dans la petite maison où David et Claire vivaient, vérifiant chaque recoin. L'officière Abigail ouvrit le placard de la chambre. Un sac en toile, à l'intérieur une longueur de chaîne et un cadenas. Ethan s'approcha, examinant de près. Du sang séché, probablement celui de Michael. On fera des tests, dit Abigail. Dans le tiroir du bureau de David, Laura trouva une pile de papiers désorganisés. L'un d'eux était un relevé bancaire. Le mois dernier, ils ont retiré tout l'argent de la retraite de monsieur Michael. On ne sait pas s'il était au courant, rapporta Laura. Ethan fronça les sourcils. Prémédité, pas un crime impulsif. À l'hôpital, Michael luttait pour s'asseoir avec l'aide d'une infirmière. Anthony était toujours à ses côtés, tenant sa main. Je me sens fatigué, mais plus léger à l'intérieur, dit Michael. Anthony sourit. Tu fais ce qu'il faut. Tu n'as pas survécu par hasard. Dieu t'a donné une seconde chance pour chercher justice. Michael esquissa un faible sourire. Mais la justice ne peut pas me rendre mes souvenirs ou l'amour que j'ai perdu. Anthony serra sa main. Mais ça fera payer ces ingrats. Une infirmière entra et sourit doucement. Nous avons de bonnes nouvelles. Vous récupérez bien. Dans quelques jours, nous pourrons retirer la perfusion. Michael hocha la tête, les yeux dérivant vers la fenêtre. Je veux juste sortir d'ici. Retourner sur mon porche. Boire mon thé du matin comme avant. Anthony rit. Tu y seras bientôt. Dans la cellule de détention, Claire était recroquevillée, les yeux gonflés, les bras autour de la tête. David se tenait contre le mur, l'expression froide et vide. Ils me chargeront, mais je n'avouerai pas, dit David comme un ordre. Claire leva les yeux, la voix faible. Je n'en peux plus, David. Je veux tout dire. Je ne veux pas vivre dans ce cauchemar. Si tu ouvres la bouche, tu mourras en prison, grogna David. Claire se leva et s'avança vers les barreaux, criant « Je veux voir un avocat. » « Je veux avouer. » David frappa le mur de son poing. « Tu m'as vraiment trahi. » Claire se retourna, les larmes coulant. « J'ai cessé d'être humaine au moment où nous l'avons laissé sous cet arbre. » Cette nuit-là, Margaret était assise dans sa boulangerie, tenant une petite radio. Une émission de Portland annonça « Michael Foster, l'homme abandonné dans la forêt par son fils et sa belle-fille, se rétablit à l'hôpital de la ville. » L'affaire a suscité l'indignation publique. Margaret secoua la tête et posa la main sur sa poitrine. « Pauvre homme !» Jack entra dans la boutique, posant son chapeau sur la table. « Je le savais dès le début. David n'a jamais été un bon gamin. Il est sans cœur. Monsieur Anthony est vraiment courageux, dit Margaret. Pas seulement courageux, répondit Jack doucement. Il est un symbole de conscience dans un monde qui devient plus froid. Margaret hocha la tête. Je pense qu'après ça, notre ville ne sera plus jamais la même. Le lendemain matin, la police tint une conférence de presse devant le poste. Ethan se tenait devant les caméras. Nous avons confirmé que monsieur Michael Foster a été attiré dans la forêt par son fils et sa belle-fille, enchaîné et abandonné. Il a été retrouvé dans un état critique, mais il est maintenant stable. Un journaliste demanda « Quel était le mobile, monsieur ?» Cupidité, accès au fonds de retraite, ressentiment personnel. Déclara Ethan clairement. Nous porterons cette affaire devant les tribunaux dès que possible. Anthony se tenait derrière eux, observant silencieusement, les yeux rouges. À l'hôpital, Michael regardait la télévision. Quand son nom fut mentionné dans le reportage, il fit une pause.
Voulez-vous que je l'éteigne? Demanda l'infirmière doucement. Michael secoua la tête. Non, j'ai besoin de l'entendre. L'émission se termina par les mots du présentateur, une affaire qui a choqué tous les États-Unis. Mais elle nous rappelle aussi que la compassion ne disparaît jamais tant que nous ne fermons pas les yeux sur la douleur des autres. Michael ferma les yeux et murmura « Merci ». Anthony entra, tenant un bouquet. Un cadeau de Margaret. Elle m'a demandé de te dire « Nous sommes toujours avec toi ». Michael sourit doucement. Pour la première fois depuis des jours, je me sens au chaud. Le hurlement des sirènes de police résonna dans la rue étroite alors que le convoi transférait David et Claire vers le centre de détention central à Portland. Dehors, des dizaines d'habitants s'étaient rassemblés depuis tôt le matin, les visages brûlants de colère, les yeux flamboyants. Personne ne cachait ses émotions. Démon déguisé en enfant, cria un homme d'âge moyen. Vous ne méritez pas d'être appelés humains, cria Margaret, serrant le journal du matin montrant une photo de Michael sous l'arbre. David était assis à l'arrière, menotté, le visage sinistre. Claire s'affaissa, le visage enfoui dans ses paumes, sanglotant. Regarde, Claire, grogna David. Tu as commencé ce spectacle. Tu as ouvert la bouche, et maintenant toute la ville crache sur moi. Tais-toi, étouffa Claire. J'ai ouvert la bouche parce qu'il me restait une once d'humanité. Je ne pouvais pas vivre avec la culpabilité. David ricana. Faible petite femme. L'officier à l'avant se retourna. Taisez-vous tous les deux. Restez silencieux, sauf si vous voulez qu'on vous bâillonne. Claire prit une profonde inspiration et regarda par la fenêtre. Les habitants lançaient des bouts de papier, des bouchons de bouteilles et des déchets sur le véhicule. Parmi eux, Jack, les yeux rouges, les lèvres tremblantes, incapable de parler. Anthony se tenait silencieusement à l'arrière, les poings serrés. Alors que le véhicule disparaissait sur la route, il se tourna vers Jack. Je n'ai jamais vu cette ville aussi en colère. Eh bien, Michael était le dernier homme honnête de notre génération, répondit Jack doucement. À l'hôpital, Monsieur Michael fut transféré dans une chambre de récupération spéciale. Son état s'était stabilisé, bien qu'il ne fût pas encore prêt à sortir. L'atmosphère autour de lui avait changé. Tu es maintenant connu dans tout le pays, dit Anthony avec un léger rire, posant le journal. Michael tourna la première page. L'indignation d'une nation, un père laissé pour mourir dans la forêt par ses propres enfants. Il soupira et ferma les yeux. Je n'ai jamais voulu être célèbre comme ça. Anthony hocha la tête. Mais tu avais besoin de justice. Et maintenant, tout le pays est avec toi. Un peu plus tard, le médecin entra, tenant les résultats des tests. Bonne nouvelle, votre vie n'est plus en danger. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Michael ouvrit les yeux. Vous avez subi des dommages nerveux au bras gauche. Les mouvements seront limités de manière permanente. Vous ne pourrez peut-être plus soulever d'objets lourds. Michael hocha la tête, sans surprise. Être en vie est plus que suffisant. Cet après-midi-là, dans la salle d'interrogatoire, Claire était assise seule avec son avocat désigné. Je veux tout avouer, dit-elle, la voix faible. Je ne veux plus rien cacher. L'avocat soupira. Vous savez que ce témoignage pourrait signifier plusieurs années de prison, n'est-ce pas? Je le sais, répondit Claire immédiatement. Mais je sais aussi que si je n'avoue pas, je mourrai tous les jours de culpabilité. Elle commença à tout raconter. C'était l'idée de David. Il a dit qu'on devait faire quelque chose puisque son père refusait de partager l'héritage. Il a tout planifié. Retirer la carte SIM du téléphone de M. Michael, préparer les chaînes, les gants, le tissu pour le bâillon. Sa voix se brisa. Quand il a enchaîné Monsieur Michael à cet arbre, je suis juste resté là. Je ne l'ai pas arrêté. Je mérite d'être puni. Dans la pièce voisine, David gardait une façade calme. Son avocat tenta de l'arrêter de parler, mais David était trop épuisé pour écouter. Elle m'a trahi, n'est-ce pas? Dit-il avec un rire sec. Je le savais. Vous devriez rester silencieux, pressa l'avocat. David secoua la tête. Non, je veux parler. Je veux que toute cette foutue ville sache que mon père n'était pas le saint qu'il pense. L'enquêteur Ethan se redressa. Que voulez-vous dire? David parla lentement, chaque mot amer. Il ne m'a jamais vu comme son vrai fils. J'étais juste l'ombre de mon frère aîné, celui qui est mort dans un accident. Toute mon enfance, j'ai vécu sous le nom de « il ne sera jamais comme son frère ». Est-ce qu'il m'aimait? Non, il faisait juste semblant. Il vivait pour l'image parfaite qu'il s'était construite dans la tête. Et c'est pourquoi vous avez décidé de le laisser mourir?
demanda Ethan. David fit une pause, puis répondit, « C'est pourquoi je ne me sens pas coupable. » Cet après-midi-là, dans la petite salle de la ville, une réunion publique fut tenue pour discuter de la collecte de fonds pour soutenir Monsieur Michael. Je pense qu'on devrait réparer son vieux toit, refaire la cour, ajouter des équipements pour les personnes âgées, suggéra Margaret. Anthony se leva. Je m'occuperai de la construction. Il a besoin d'un endroit sûr pour vivre quand il sortira. On peut donner de la nourriture et des fournitures de base, dit une jeune femme. Personne ne s'y opposa. En fait, plusieurs personnes commencèrent à essuyer leurs larmes. Pas seulement parce qu'il est une victime, dit Jack, mais parce qu'il est celui que nous admirions tous autrefois. Gentil, discret, désintéressé, jamais à se plaindre. La salle entière éclata en applaudissements. Ce soir-là, dans la chambre d'hôpital, Michael reçut la nouvelle officielle, David et Claire avaient été formellement inculpés avec des preuves accablantes. Ils passeront bientôt en procès. D'après les déclarations actuelles, Claire coopère avec l'enquête et pourrait recevoir une peine réduite. Mais David, Ethan secoua la tête. Michael regarda par la fenêtre. Après une longue pause, il demanda, « Croyez-vous que je les ai aimés comme ma propre chair et mon sang ?» Ethan hocha légèrement la tête. « Je le crois, mais malheureusement, tout le monde ne sait pas comment protéger ce genre d'amour. » Anthony se tenait à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Tu nous as encore, nous. Toute la ville attend que tu rentres chez toi. » Michael ne parla pas. Il hocha simplement la tête, les yeux embués. Le lendemain matin, les médecins annoncèrent qu'il pourrait sortir dans 2 jours. En même temps, un groupe de travailleurs commença à rénover la petite maison en périphérie. Anthony dirigeait l'équipe, tandis que Jack et quelques voisins mélangeaient du ciment et portaient des briques. « On finira avant qu'il ne revienne, promit Anthony. » Une petite fille courut vers lui et lui tendit un dessin qu'elle avait fait, une image de Monsieur Michael assis sur un banc à côté d'un autre vieil homme. Anthony regarda le dessin, le cœur serré. Dans la cellule de détention, David était assis en silence, ne disant pas un mot. Ses yeux étaient creux, ses lèvres serrées. Claire était assise dans un autre coin, les mains encore légèrement tremblantes. L'avocat de Claire arriva. Le tribunal pourrait envisager la clémence si vous continuez à coopérer. Elle hocha la tête, les yeux rouges. Je ne veux plus fuir. Si je pouvais revenir en arrière, je ne serais jamais monté dans cette voiture cette nuit-là. À l'hôpital, Michael regarda une carte d'un expéditeur anonyme. À l'intérieur, il était écrit « Vous n'êtes pas seul. Toute la ville vous aime. Continuez à vivre plus fort que jamais. » Il la posa sur la table et essuya ses larmes avec un mouchoir. Puis il se tourna vers Anthony, assis à côté de lui. « Monsieur Anthony, je te dois ma vie. » Anthony sourit. « Non, tu as survécu parce que tu n'as jamais abandonné. » Pendant des jours après leur arrestation, David et Claire furent ramenés en ville pour préparer l'audience préliminaire. La nouvelle de la survie de Michael s'était répandue loin, faisant de l'affaire l'une des plus discutées de l'année. Pendant que les médias se concentraient sur la cruauté du crime, dans la chambre d'hôpital silencieuse, Monsieur Michael revenait lentement à la vie grâce à la gentillesse d'étrangers. Ce matin-là, Anthony arriva avec un sac plein de fruits et une tasse de café chaud. « Ton café du matin, comme tu l'aimes, » dit-il, posant la tasse à côté du lit. Michael esquissa un faible sourire. « Je ne pensais pas boire du café à nouveau. » Anthony s'assit à côté du lit. « Et désormais, tu en auras tous les matins. Une seule tasse, ordre du médecin. » Michael hocha doucement la tête. Puis il regarda par la fenêtre. « Aujourd'hui est si beau, je n'ai pas vu un soleil pareil depuis des lustres. » Anthony sourit. « Les gens de la ville réparent ta maison. Jack supervise, Margaret cuisine le déjeuner pour les travailleurs. Tout le monde veut aider. » Michael le regarda, les yeux pleins de larmes. « J'ai survécu grâce à toi. Et maintenant, toute la ville me soutient. »« Tu as vécu parce que tu n'as jamais abandonné, » répondit Anthony. « Tu n'es pas seul, Michael. Tu fais partie de nous. » Cet après-midi-là, Margaret entra dans l'hôpital, portant un panier de nourriture. « Bœuf et sauce tomate avec du riz, » dit-elle, rayonnante. « Et voici du pain aux châtaignes, ton préféré. » Michael la regarda, submergé. « Mademoiselle Margaret, merci, je n'ai jamais été aussi bien entourée. » Margaret sourit doucement. « Tu prenais soin de toute la ville sans rien demander. Maintenant, c'est notre tour. » Michael baissa la tête, les mains tremblantes alors qu'il saisissait les siennes.
Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Finis juste ta nourriture, plaisanta-t-elle. Anthony intervint de derrière. Je t'ai dit, il faut manger plus pour reprendre des forces. Michael les regarda, et pour la première fois, une étrange lueur scintilla dans ses yeux. L'espoir. Le lendemain matin, Jack vint à l'hôpital avec un plan dessiné à la main. On refait la cuisine, on pose de nouveaux carreaux, on ajoute un patio couvert. Regarde, Michael tint le dessin, profondément ému. Tu as dessiné ça? Ouais, je ne suis pas doué, mais Anthony comprend. Et ce vieux patio que tu aimais, on remet ton banc exactement là où il était. Michael rit doucement. Ce banc m'a manqué, et ça me manque de passer devant chez toi et de sentir le café frais. Je ramène ce souvenir, grinça Jack. Michael rit pour la première fois depuis son réveil. Cet après-midi-là, le médecin annonça, s'il n'y a pas de complications, vous pourrez sortir d'ici la fin de la semaine. Anthony acclama. Parfait timing. Michael demanda. Curieux, timing pourquoi? Margaret entra, tenant un nouveau pull en laine. On organise une petite fête de bienvenue. Juste une petite célébration pour ton retour. Michael cligna des yeux. Je ne sais pas si je mérite ça. Tu le mérites plus que quiconque, répondit Anthony fermement. Cette nuit-là, dans le centre de détention, Claire était allongée, immobile dans sa cellule. Une officière entra et lui tendit une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Demanda Claire. De M. Michael, répondit l'officière avant de sortir. Claire ouvrit la lettre, lisant chaque ligne soigneusement écrite. Claire, je ne sais pas ce qui t'a poussé à suivre David, mais je crois qu'au fond de toi, il reste encore un peu d'humanité. Je ne suis pas prêt à pardonner, mais je veux que tu vives avec la vérité et que tu trouves le repentir à partir de là. Je ne te hais pas. Je suis juste triste. Michael. Claire la relut encore et encore, puis couvrit son visage et pleura. Samedi matin, la camionnette de l'hôpital s'arrêta devant la petite maison en périphérie. Au loin, des dizaines d'habitants attendaient. Une banderole flottait au-dessus, « Bienvenue chez toi, monsieur Michael ». Michael descendit lentement de la camionnette, soutenu par Anthony. Ses yeux s'embuèrent en voyant la scène. Un toit tout neuf, une clôture fraîchement peinte, une cour balayée et de petites fleurs plantées le long de l'allée. Margaret courut vers lui et l'enlaça. « Bienvenue chez toi ». Jack lui tint l'autre bras. « Riant, cette cour attendait ton café du matin ». La foule entière applaudit chaleureusement. Michael étouffa un sanglot. « Je ne sais pas quoi dire ». Anthony dit doucement, « Tout ce que tu as à faire, c'est vivre heureux ». Toute la matinée, les voisins entraient et sortaient pour rendre visite. Michael était assis sur son banc en bois familier, une couverture en laine sur les jambes, une tasse de café chaud à la main. Personne ne mentionna David, personne ne posa de questions sur le procès, seulement des sourires, des vœux chaleureux et la paix. À midi, une petite célébration commença. Il y avait du vin léger, du pain, et même un enfant jouant de la guitare et chantant Gracia à la vida. Michael était assis parmi la foule, ses yeux reflétant une lumière qu'il pensait avoir perdue à jamais. En fin d'après-midi, alors que les gens partaient, Michael s'assit avec Anthony et Jack. « C'est ma nouvelle famille, dit-il lentement. » Anthony hocha la tête. « On ne choisit pas où on est, mais on peut choisir qui on appelle famille. » Jack leva sa tasse de café. « Désormais, tu fais bouillir l'eau. Je ramène le pain, et Anthony fait le café. » Marché conclu? Michael sourit. Marché conclu. Cette nuit-là, il s'assit seul dans la cour. La lumière de la lune filtrait à travers les arbres. Il leva les yeux vers le ciel et murmura, « Émilie, vois-tu, je suis chez moi. » Lundi matin, le palais de justice de la ville ouvrit officiellement l'audience préliminaire pour l'affaire d'abandon intentionnel d'une personne âgée. La cour était remplie d'habitants. Les journalistes et les équipes de nouvelles locales s'étaient installés tôt. L'atmosphère était solennelle, tendue comme une corde tirée. Michael avait été autorisé par les médecins à assister, avec une assistance spéciale. Il arriva en fauteuil roulant, poussé par Anthony par l'entrée arrière. Toute la salle se leva à son entrée, non par protocole, mais par respect. « Es-tu sûr de vouloir être ici en personne ?» murmura Anthony alors qu'ils avançaient dans le couloir. Michael hocha la tête. « J'ai besoin de les entendre. Pas pour blâmer, mais pour comprendre pourquoi. » Le procès commença. David et Claire furent escortés. David marcha lentement, le visage sans émotion, les yeux balayant la foule sans intérêt. Claire semblait visiblement plus maigre, une main sur l'estomac, évitant tout contact visuel.
La juge, une femme nommée Grace Carter, lut la déclaration d'ouverture et invita le procureur à présenter les accusations. Les accusés, David Foster et Claire Bennett, sont inculpés de complot en vue de commettre un meurtre, d'abus sur un membre de la famille et d'abandon intentionnel d'une personne âgée entraînant des conditions mettant la vie en danger. Un murmure parcourut la salle. L'avocat de David se leva et déclara avec assurance : « Mon client nie toutes les accusations. Il prétend qu'il voulait seulement donner une leçon à son père. Il n'y avait aucune intention de tuer. » Le procureur jeta un œil au dossier. « Nous avons des preuves que l'accusé a préparé une chaîne métallique, un cadenas et un bâillon. Les registres du magasin de quincaillerie confirment que David était l'acheteur. Et nous avons le témoignage de Claire Bennett. » Claire baissa la tête, les larmes coulant. « Votre honneur ?» Claire se leva, la voix tremblante. « J'ai eu tort, profondément tort. Je ne mérite pas le pardon, mais je veux dire la vérité. » La juge Carter hocha la tête. « Allez-y. » Claire déglutit difficilement, ses yeux dérivant vers Michael. « Quand David m'a parlé de son plan, j'avais peur. Mais je ne l'ai pas arrêté. J'ai toujours pensé que M. Michael était juste un fardeau. Mais quand je l'ai entendu supplier, j'ai réalisé que nous commettions l'acte le plus monstrueux de nos vies. » Dans la galerie, Margaret serra la main de Jack, les yeux embués. « Il ne s'est pas battu. Il a juste demandé pourquoi, et je n'ai pas pu répondre, parce qu'il n'y avait pas de raison assez bonne, » sanglota Claire. La juge demanda doucement : « Ressentez-vous des remords ?» Claire hocha la tête, les larmes coulant sans contrôle. « J'espère être pardonnée, pas pour échapper à la punition, mais pour dormir en paix le reste de ma vie. » David se leva, le visage de pierre. « Je ne suis pas désolé. Je ne prétendrai pas. Je l'ai fait parce qu'il était égoïste. Toute ma vie, j'ai été l'ombre de mon frère mort. Il ne l'aimait que lui. » La salle devint silencieuse. Anthony regarda Michael et demanda doucement : « Ça va ?» Michael hocha la tête, mais ses yeux étaient lourds de chagrin. Il leva la main, demandant à parler. La juge Carter le regarda. « Monsieur Michael, vous souhaitez dire quelque chose ?» Michael fut conduit au centre de la salle en fauteuil roulant. Il leva la tête et regarda David droit dans les yeux. « Tu as raison sur une chose. Je n'ai pas été juste. Je m'accrochais au souvenir de ton frère parce que la perte était trop grande. Mais je ne t'ai jamais haï. » David ne dit rien. Michael continua : « Quand ta mère est morte, je pensais avoir tout perdu. Mais j'espérais encore que tu ramènerais de l'amour dans cette maison. Au lieu de ça, tu m'as enchaîné comme un animal. » Des hoquets résonnèrent dans la salle. La voix de Michael se brisa. « Il y a eu des moments où je voulais mourir. Mais Dieu m'a gardé ici pour que je puisse assister à ce jour. » David ne le regardait toujours pas. « Mais je ne te hais pas, » dit Michael fermement. « Je choisis de pardonner, non pas d'oublier, mais de trouver la paix pour moi-même. » La juge Carter baissa la tête. Beaucoup dans la salle essuyèrent leurs larmes. Après une pause, la juge Carter rendit sa décision. David Foster, 18 ans de prison. Pas de libération conditionnelle pour les 10 premières années. Claire Bennett, 8 ans de prison. Avec possibilité de réduction de peine en cas de coopération continue et de bonne conduite. David ne montra aucune émotion. Claire s'effondra sur la table, pleurant. Michael ferma les yeux et laissa échapper un long souffle. Anthony posa une main sur son épaule. La justice a fait son travail. Maintenant, c'est à toi de vivre ta vie. 3 mois plus tard, les cieux de Portland étaient clairs et bleus. Michael était assis sur son banc familier dans la cour. Sur la table à côté de lui, une tasse de café fumante et un journal ouvert. Anthony arriva, tenant un panier de pain. « Voici les dernières nouvelles. Claire a écrit une lettre de prison. Elle dit qu'elle apprend à faire du pain. » Michael sourit doucement. Peut-être qu'elle retrouvera son chemin vers elle-même. « Et David ?» demanda Jack, apportant une cruche de limonade. « Silencieux, » répondit Anthony. Personne n'a eu de nouvelles. Michael laissa échapper un long souffle. « C'est bien. Chacun doit vivre avec ce qu'il a fait. » Margaret sortit de la cuisine. « Et toi, des projets pour le mois prochain ?» Michael prit une gorgée de café, son regard s'adoucissant. « Je pense à replanter mon vieux jardin potager et écrire quelques mots sur tout ça, pas pour me plaindre, mais pour rappeler à quelqu'un que le pardon peut sauver une vie. » Cet après-midi-là, Michael se promena dans la cour. Des enfants du quartier accoururent. Une petite fille lui tendit un bouquet de fleurs sauvages. « Ma maman dit que vous êtes un homme bien, » dit-elle timidement. Michael s'accroupit et prit les fleurs. « Tu es la meilleure, parce que tu donnes des fleurs aux vieux. »
L'enfant gloussa et s'enfuit. Michael regarda le bouquet, le cœur rempli d'émotions. Ce soir-là, il écrivit dans un vieux carnet « J'ai survécu, non pas par instinct, mais parce que quelqu'un m'a tendu la main et m'a ramené quand je pensais être la personne la plus seule au monde. C'était la bonté humaine qui m'a touché. Et alors, j'ai su que la vie est faite pour transmettre cela à quelqu'un d'autre. » Ce week-end, Michael invita Anthony, Jack et Margaret pour le dîner. Ragoût traditionnel, tarte aux pommes et café noir, annonça-t-il. Jack rit. On dirait un dîner de Noël. Margaret leva son verre. Je veux porter un toast à Monsieur Michael, non seulement pour avoir survécu, mais pour avoir gardé son cœur intact. Anthony ajouta, et à cette ville, pour avoir soutenu l'homme qu'ils ont refusé de laisser tomber. Ils trinquèrent, rirent, mangèrent, parlèrent des vieux jours. Des livres, des chansons que Michael chantait autrefois avec sa femme. Quand la nuit tomba, Michael resta dehors, seul. La lune brillait au-dessus, une douce brise agitait les arbres. Il ferma les yeux et murmura, « Émilie, vois-tu, j'ai pardonné. Et enfin, je suis en paix. » Cette histoire est un rappel profond de la cupidité, de l'ingratitude et de la facilité avec laquelle on peut perdre son humanité en poursuivant des choses matérielles. À travers la tragédie de Monsieur Michael, nous apprenons que l'amour doit être rendu par le respect. Non par la trahison, mais c'est aussi à travers son pardon que nous voyons que le pardon ne concerne pas seulement le salut des autres. Il s'agit aussi de se libérer soi-même. La compassion, la communauté et l'humanité brilleront toujours à travers l'obscurité pour vivre avec bienveillance, gratitude et intégrité. C'est le plus grand trésor de la vie. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à lui donner un pouce levé et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à proposer des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À bientôt.